Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Un peu plus de 4 mois après les élections présidentielles au Gabon qui ont vu la victoire très contestée de M. Ali Bongo, nous recevons aujourd'hui sur notre média M. René Desmaisons qui a longtemps travaillé aux côtés d'Ali Bongo, sous feu Omar Bongo, qui aujourd'hui a en quelque sorte repris sa liberté après avoir soutenu le candidat Jean Ping. Aujourd'hui, c'est avec son parti qu'il souhaite poursuivre sa démarche politique. Il va vous l'expliquer dans quelques minutes. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Qu'est-ce qui vous amène à Paris? Je suis à Paris pour des raisons d'abord de convenance personnelle. C'est une ville que j'adore. J'y ai vécu pendant de longues années à l'époque où j'étais étudiant et je prends toujours plaisir à y revenir. Mais je viens aussi ici pour avoir l'opportunité en tant que président de mon parti Démocratie Nouvelle de rencontrer des leaders politiques de la diaspora gabonaise ici en France et puis avoir quelques contacts avec diverses personnalités du monde politique français. Ça c'est très bien dit, c'est très clair ça. Et jusqu'ici, je suppose que vous en avez rencontré des hommes politiques français. Je ne vous en parlerai pas, parce que si je les rencontrais, je crois que j'en réserverai la primeur et vous le comprendrez bien aux responsables de mon parti. On va aller droit dans le mille, on va taper droit dans le mille. Vous souteniez Jean Ping il y a encore quelques mois, 2 mois environ, vous le souteniez encore, et aujourd'hui, vous avez décidé de poursuivre votre bataille politique avec votre mouvement politique. Pourquoi? Les choses ne se présentent pas de cette manière tout à fait. J'ai soutenu Jean Ping pour l'élection présidentielle du 27 août 2016, comme vous le savez. J'ai été même son directeur de campagne. Donc je l'ai soutenu jusqu'au bout, jusqu'à l'élection présidentielle. Et même après l'annonce des résultats provisoires de cette élection par le ministre de l'Intérieur, j'ai continué à le soutenir pendant toute la longue période de contentieux électoral qui a conduit jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle donne son verdict. À partir du moment où la Cour constitutionnelle, le 23 septembre 2016, a rendu son verdict, et constatant que le jugement de la Cour constitutionnelle est sans appel, j'estimais pour ma part que l'élection présidentielle 2016 était terminée. À partir de là, je me concentre à nouveau sur l'activité de mon propre parti, Démocratie Nouvelle, dont j'ai l'ambition d'aller très loin pour ce qui concerne les échéances politiques à venir. Pour vous, vous considérez donc désormais que Ali Bongo Ondimba est président de la République du Gabon? Je considère, comme je l'ai dit, que la proclamation par la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2016 de l'élection présidentielle clôt l'élection présidentielle. C'est ce que prévoient les institutions gabonaises. Les institutions sont imparfaites. Dans le cas d'espèce, la Cour constitutionnelle, de mon point de vue, doit être réformée. La CENAP est une institution qui n'est pas du tout dans le sens de dire le droit comme il le faudrait en République gabonaise aujourd'hui. Mais pour l'instant, ce sont les institutions de la République gabonaise. Tant qu'elles ne sont pas réformées, on ne peut pas faire autrement qu'en tenir compte et considérer dès l'instant que la Cour constitutionnelle a prononcé son verdict, l'élection présidentielle 2016 est terminée. Vous parlez de réformes. Comptez-vous sur Ali Bongo Ondimba pour faire ces réformes-là? Je compte sur le dialogue, sur la volonté de l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais, en se retrouvant autour d'une même table, de faire évoluer le débat de manière à ce que des réformes importantes soient apportées dans la Constitution, dans la structure, dans le mode de désignation des responsables des institutions, notamment celles qui concourent aux élections, la Cour constitutionnelle, la Commission nationale électorale, le Conseil national de la communication et tous les démembrements qui concourent au déroulement des élections dans notre pays. Donc ce n'est pas une affaire de la volonté personnelle d'Ali Bongo Ondimba. Dans mon pays, on parle beaucoup de chicaillé. Tous les hommes politiques prononcent le mot chicaillé. Chez vous, c'est dialogue. Et vous venez de le prononcer une fois de plus. Comptez-vous donc aller à ce dialogue national organisé par le pouvoir en place? Le dialogue, je pense que nous devrons y aller dès lors que les conditions seront réunies pour qu'on y aille. Quelles sont ces conditions-là? Pour ce qui concerne mon parti, et je crois tout un ensemble de partis politiques avec lesquels nous travaillons, qui veulent participer à ce dialogue, nous posons des conditions qui sont
au nombre de 3 principales. La première, c'est que il faut qu'il y ait des mesures de décrispation du climat politique actuel dans notre pays. Et ces mesures, c'est la libération de toutes les personnes détenues injustement, selon nous, depuis les événements qui ont suivi la proclamation des élections. C'est également, en deuxième lieu, la nécessité de trouver un consensus sur une médiation internationale. Nous pensons qu'il faut absolument un médiateur entre l'opposition et la majorité pour que les décisions qui vont être prises au cours de ce forum que constituera le dialogue national puissent être sous la supervision de ce médiateur. Et en troisième lieu, nous pensons qu'il faut que les décisions qui sortiront du dialogue aient un caractère impératif pour toutes les parties. Si nous tombons d'accord sur cette série de préalables, nous pouvons nous asseoir. J'ai l'impression d'être au théâtre, monsieur Devezot. Vous allez me permettre de rire un peu, car il y a de cela 27 ans dans votre pays, on parlait de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, on parlait de dialogue national. L'histoire bégaye-t-elle? Non, je ne pense pas. Je pense vous étiez déjà aux affaires à l'époque, hein? Oui, plus ou moins. J'étais déjà un militant pour la cause démocratique depuis longues années. Je milite dans le mouvement patriotique gabonais depuis mes années étudiantes. Donc je n'ai pas commencé mon militantisme politique juste à l'occasion des dernières élections, comme d'aucuns. Je suis un chevronné de ces mouvements. Donc en 90, il y a eu effectivement la conférence nationale souveraine. Mais vous vous souvenez que la conférence nationale plutôt du Gabon était une conférence nationale qui n'était pas souveraine. C'est une conférence nationale qui a accouché simplement d'un certain nombre de recommandations qui n'avaient pas vocation à être des prescriptions impératives pour les autorités en place. C'est l'une des faiblesses de la conférence nationale de 90. Ensuite, il y a eu les accords de Paris qui ont eu lieu en 1994 à la suite des contestations électorales de 1993. Celles-ci ont constitué un pas en avant par rapport à la conférence nationale. Mais là aussi, il n'y a pas eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises, à mon avis, pour permettre que ce qui sortait des accords de Paris soit strictement appliqué. Notamment, il a manqué un médiateur qui s'interpose entre les parties en présence pour faire en sorte que l'on vérifie de part et d'autre si les engagements pris sont respectés. Et puis, il n'y a pas eu d'engagement formel de la part d'Omar Bongo Ondimba au sortir des accords de Paris à appliquer strictement tout ce qui avait été convenu aux accords de Paris. Et vous vous souvenez, c'est connu au Gabon, qu'Omar Bongo Ondimba a dit une phrase célèbre à l'époque en disant que c'était de simples recommandations et il a appliqué ce qu'il voulait bien appliquer et il a rejeté ce qu'il ne voulait pas appliquer. C'est pour cela que les 3 séries de préalables que nous posons visent à pallier à ces carences du passé. Vous savez, nous sommes en 2016 et effectivement 2016 n'est pas la conférence nationale de 90, 2016 n'est pas les accords de Paris de 94, 2016 n'est même pas 2009. Il faut que les démocrates gabonais en 2016 fassent mieux que les générations précédentes et fassent appliquer des dispositions qui n'ont pas pu être appliquées par le passé. Est-ce qu'on peut dire que le Gabon est un pays démocratique? C'est une formule. Disons que le Gabon est un pays où on lutte pour instaurer une démocratie. Je ne peux pas dire à l'heure d'aujourd'hui que ce soit une véritable démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est un très long processus. Il y a depuis 1990 des avancées. Peut-on dire qu'aujourd'hui, on a abouti à une véritable démocratie au Gabon? Je ne le pense pas. Donc c'est un long processus dans lequel chaque génération doit apporter sa contribution. Je vais ici vous réciter comme ça des réponses des hommes politiques français que j'ai interviewés sur le cas du Gabon, notamment Bernard Braga, qui fut le mentor de Manuel Valls. C'est lui qui a installé Manuel Valls à Évry. Je l'ai eu tout récemment en interview sur la cause du Gabon et il me disait ceci: les multinationales ont aujourd'hui pris le pas sur les politiques françaises. Bolloré et Total maîtrisent mieux le Gabon que tous les politiciens français réunis. Voulez-vous... Bon, écoutez, ce point de vue n'engage que celui qui l'a émis. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement une très forte présence française, que ce soit par le biais des sociétés, que ce soit par le biais des hommes politiques. Il y a une influence française très forte qui est connue au Gabon. Bon, que ce soit les sociétés françaises qui aient pris le pas sur les hommes politiques, ça c'est une affirmation qui ne regarde que celui qui l'a émise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très forte présence française au Gabon. Nous en sommes conscients
Et nous avons toujours, pour ma part, considéré que la France est le principal partenaire du Gabon, mais ce que nous avons à faire en tant que démocrates, c'est de faire en sorte que cette grande influence de la France dans notre pays n'empêche pas les Gabonais d'avoir leur libre arbitre. Tout à l'heure, vous parliez beaucoup de médiateurs. Je l'ai entendu moins 4 fois de votre bouche. Et en lisant entre les lignes, on a l'impression que le médiateur est éternellement le même et s'appelle la France. Non, moi, quand je parle de médiateur, je ne parle pas spécialement de la France. Je pense que nous sommes en 2016 et ça fait plus d'un demi-siècle que nos pays sont devenus indépendants. Donc pour moi, le médiateur auquel je pense, s'agissant de la crise gabonaise aujourd'hui, je pense que ce médiateur peut tout à fait être un Africain. J'estime que l'Afrique aujourd'hui regorge de personnalités, d'envergure. Il faut tout simplement que la majorité et l'opposition s'entendent sur le nom de l'une de ces personnalités qui peut très bien jouer le rôle de médiateur dans le conflit gabonais. Nous avons, dans les rencontres informelles que nous avons eues avec le gouvernement de M. Omar Bongo Ondimba, proposé des noms précis. Nous avons proposé par exemple le nom de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Nous avons proposé par exemple le nom de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan. Pourquoi nous avons proposé ces deux noms-là? Nous avons proposé le président Abdou Diouf parce que nous pensons qu'il est un exemple, en ce sens qu'il a été confronté à ce type de situation. Il a été battu à des élections et il a accepté de partir. Donc, il renferme une dose de sagesse qui peut être utile pour le règlement des problèmes auxquels nous sommes confrontés. En ce qui concerne M. Kofi Annan, vous savez qu'il est originaire du Ghana, qui aujourd'hui est un pays où les transitions politiques se font sans aucune difficulté, et il a la longue expérience de son passage au secrétariat général des Nations Unies. Mais il peut y avoir d'autres noms. Nous avons dit à la partie adverse de suggérer également d'autres noms, et nous allons discuter, nous finirons par tomber d'accord sur un nom. Donc nous, lorsque nous parlons de médiation, nous ne voyons pas forcément un Européen ou un Américain, parce que nous pensons que l'Afrique a assez de ressources humaines aujourd'hui pour trouver en son sein des personnalités d'envergure qui peuvent intercéder de manière utile dans un conflit dans un pays africain. Ouais, un pays africain francophone. Francophone, peu importe. Monsieur Kofi Annan n'est pas francophone, non, mais il est africain. Il est africain. Pourtant, les pays d'Afrique francophone sont très malades. Ce sont les seuls pays où l'alternance est très compliquée. Hormis le Zimbabwe, les pays d'Afrique francophone sont les pays dans lesquels il y a très peu d'alternance. Et l'Afrique centrale, c'est la catastrophe. 35 ans pour M. Biya, bientôt 50 ans de continuité pour le Gabon. La Guinée équatoriale, ça nous fait combien d'années? Je ne compte même plus. Sassou Nguesso. C'est un constat que l'on peut faire. Mais quels moyens y a-t-il pour sortir de cette situation? De notre point de vue... Vous voulez peut-être mieux que les richesses tarissent en Afrique centrale, non? Comment? Que les richesses tarissent en Afrique centrale. Vous êtes très riche. Bon, vous savez, les richesses tarissent dans chaque pays du monde en fonction du rythme de leur utilisation. Ce n'est pas une spécificité de l'Afrique centrale, le tarissement des richesses. Mais ce que je pense plutôt, c'est que je ne vois pas d'autre moyen de faire évoluer l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, sinon des réformes importantes, notamment en ce qui concerne les systèmes électoraux, pour que les élections à venir puissent être meilleures que celles du passé. Je ne vois pas d'autre issue. Bon, ben, écoutez, chers téléspectateurs, je pose juste des questions. Moi, je fais mon travail de journaliste. J'espère pouvoir revenir au Gabon. Je le demande ici. Je souhaiterais revenir au Gabon car j'aime ce pays-là. Je n'ai rien contre M. Ali Bongo Ondimba. Je n'ai rien contre M. Jinping ou qui que ce soit. J'aime votre pays et j'ai rendu le service à chacun. Je le dis encore, j'ai rendu le service à M. Ali Bongo Ondimba. Je n'en ai même pas rendu à quelqu'un. Je ne connais pas Jean-Ping, je ne connais personne dans son entourage. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce pays-là se relève, se redresse avec tous ses enfants, dont vous faites partie et vous travaillez depuis plusieurs années pour. Vous avez peut-être un message à passer aux Gabonais qui vous regardent. Ils sont là. Vous allez leur parler en direct. Mais le message que je voudrais passer à mes compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou qu'ils se trouvent à l'étranger, c'est le fait que même après une guerre, on finit toujours par s'asseoir. Aujourd'hui, les élections présidentielles 2016 sont terminées. Quel que soit le verdict qu'ont connu ces élections, on est bien obligé de convenir qu'elles sont terminées. Je pense donc qu'il est temps
de se tourner résolument vers l'avenir. Et l'avenir pour le Gabon passe aujourd'hui par la nécessité de mettre autour d'une même table toutes ces filles et tous ces fils pour rechercher des solutions aux problèmes du développement de notre pays. Les solutions aux problèmes doivent concerner prioritairement tout ce qui concerne l'organisation des élections. Toutes les institutions qui concourent à l'organisation des élections doivent être revisitées de manière à ce qu'on puisse espérer des lendemains post-électoraux plus apaisés. Voilà l'invite à laquelle je convie l'ensemble des compatriotes. Ceci ne veut pas dire pour autant que nous oublions le passé, que nous oublions les morts qu'il y a eu, que nous oublions qu'il y a de nombreux compatriotes qui sont encore emprisonnés. Mais précisément, je crois que la voie pour trouver une solution à tous ces problèmes, y compris à l'indemnisation des familles qui ont perdu les leurs et l'indemnisation de ceux qui ont perdu leurs biens publics ou privés. Tout ceci passe par le dialogue. Je pense que, je le répète, même à l'issue d'une guerre, les forces qui ont été antagoniques finissent toujours par se retrouver pour discuter. Aujourd'hui, il y a eu une élection qui a été émaillée de beaucoup de violences post-électorales. Je pense qu'il est temps que les Gabonais et les Gabonais s'assoient et qu'il y ait un dialogue sans tabou. Je dis bien sans tabou. Sans tabou, pour moi, veut dire qu'aucune question ne doit être exclue de ce dialogue et que toutes les solutions sont à envisager à l'issue de ce dialogue en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Avant-dernière question, que répondriez-vous à ceux qui disent que vous partisez désormais avec Ali Bongo et qu'il vous a envoyé en France Amadou et afin d'amadouer certains leaders politiques pour Jean Ping? Bon, écoutez, je laisse parler. Vous savez, les gens disent ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai mes convictions pour moi. Je pense que je n'ai pas besoin d'être envoyé par Ali Bongo Ondimba ou par qui que ce soit. J'ai été l'un des tout premiers responsables politiques de l'opposition à dire publiquement que la seule voie pour sortir de l'impasse post-électorale issue de l'élection du 26 août 2016, c'est la voie du dialogue. Et j'y crois fermement. Donc je viens en France de mon propre chef et naturellement je rencontre les Gabonaises qui veulent bien discuter de la situation du pays avec moi. Je n'ai pas besoin pour cela de recevoir un mandat d'Omar Bongo, d'Ali Bongo Ondimba ou de qui que ce soit. Paix à l'âme d'Omar Bongo Ondimba, je n'ai besoin d'aucun mandat d'aucune sorte. Je viens ici avec simplement la force de mes convictions en demandant aux compatriotes qu'il faille absolument tourner le regard vers l'avenir. Et l'avenir, c'est qu'on se mette autour d'une même table, qu'on discute des problèmes de notre pays et qu'on y trouve des solutions. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié car le journaliste ne sait pas tout, malheureusement? Non, je préfère répondre aux questions et je laisse aux journalistes le soin de poser les questions qu'ils veulent bien poser. Merci beaucoup, M. Ndébézor. Et sachez que JMTV Plus est à votre disposition. Quand vous voulez bien parler, je serai là. Merci bien.